Devenu pour Michel Cadet, alors qui est connu, je pense, hein, je ne sais pas si c'est comme le loup blanc, enfin qui est connu, qui est agrégé d'histoire, professeur émérite à l'université de Perpignan, dont il a été durant 8 ans le vice-président d'ailleurs. Hein, voilà. Et sa recherche actuelle porte sur l'histoire politique et sociale en France de la Révolution française à aujourd'hui, et aussi, bien entendu, sur l'histoire du cinéma, parce que Michel Cadet, président de l'Institut Jean Vigo, était le président de l'Institut. Oui, c'est Chantal Marchand, qui viendra nous parler d'ailleurs de partie du cinéma. Vous avez bien écouté, voilà. Mais était président, mais il travaille toujours beaucoup à l'Institut Jean Vigo. Oui, oui. Et puis il est membre d'un certain nombre de comités de rédaction en lien avec le cinéma, l'histoire, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Et ben, il s'est posé un jour la question, les habitants des Pyrénées-Orientales avaient-ils été un bloc hostile à la Révolution, comme semblait l'entendre un courant historique en relative vogue? Et en se posant cette question-là, eh bien, il l'a recherché. Et puis, du coup, c'est sorti sur un livre qui s'appelle Chapeau et bonnet révolutionnaire en Roussillon. Voilà. Donc, il parle de la période révolutionnaire dans ce département entre 1793 et 1795, avec l'idée de faire une analyse sérieuse en évitant le péché majeur qu'est l'instrumentalisation de l'histoire, qui, avec l'idée d'une constatation, c'est que souvent on porte un jugement avec nos idées d'aujourd'hui, avec notre vision d'aujourd'hui, mais les gens à l'époque, ils ne savaient pas comment ça allait finir. Donc nous, rétrospectivement, évidemment, ça donne un autre jugement qu'on pourrait avoir, et c'est ça aussi que Michel, on a discuté, souhaite combattre, c'est-à-dire regardons les choses avec les yeux qu'avaient les gens à l'époque, ils ne savaient pas ce que ça allait devenir. Mais il en parle vachement mieux que moi, donc je lui laisse la parole. C'est jamais facile de parler d'un bouquin qu'on a écrit. Hein. Certains qui en ont écrit ici le savent. Pourquoi? Parce qu'on se dit finalement ils n'ont qu'à lire le bouquin, c'est mieux expliqué. Et donc je vais essayer de vous parler d'abord de pourquoi j'ai écrit ce bouquin. Ensuite peut-être un peu sur des éléments qui nous manquent souvent quand on travaille là-dessus. Et enfin, surtout, évidemment, aller au sujet central, quand même, qui est celui de savoir comment s'est passé un peu la Révolution dans les Pyrénées-Orientales, mais pas au sens de comment ça s'est passé, même si ça viendra un peu, mais au sens de comment la Révolution a été portée à la fois par des gens qui étaient des notables, au sens ancien du terme, mais aussi par des paysans, par des artisans. Et alors, pourquoi poser ce problème? D'abord, c'est que l'idée de ce bouquin m'est venue lors d'un petit colloque autour de Michel Brunet, qui a écrit beaucoup de livres très intéressants sur le Roussillon et sur l'histoire de la Révolution. Mais en même temps, il y a, dont le plus célèbre était une société contre l'État. Et à écouter ce qui se disait là, en fait, tout le monde disait la Révolution. Et j'entendais tout le monde qui disait finalement la Révolution dans les Pyrénées-Orientales, ça a été un contresens, les gens n'ont rien compris et surtout, ils ne l'ont pas faite, ils l'ont subie. Alors, pourquoi pas? Mais quand même, j'avais travaillé là-dessus. J'ai travaillé en 1987. Je ne travaillais pas du tout là-dessus, je travaillais sur le Parti communiste. Je venais de passer ma thèse et Sagne, qui est professeur à l'université, m'avait dit là, il y a des types qui me demandent de faire des recherches sur les sociétés populaires pendant la Révolution française. J'ai pas envie, ça t'amuse? Je m'étais dit, oui, j'aime bien, une période que j'aime bien, que j'ai jamais travaillé comme historien. Et donc, voilà, j'ai travaillé. Ensuite, j'ai continué pendant à peu près 7, 8 ans, 10 ans peut-être, à écrire des articles, à travailler là-dessus.
de façon diverse et variée, à écrire un bouquin sur la guerre pendant la Révolution, puis après je suis retourné non pas à mes premières amours, l'histoire politique en France, et essentiellement celle du PC, mais à l'histoire des représentations dans le cinéma. Et simplement, quand j'ai fait une habilitation à diriger des recherches, j'avais fait un chapitre sur la Révolution française, où, bon, on ne publie pas ces trucs-là, c'est lourd, mais je me suis dit, en écoutant les gens qui me disent qu'il n'y a pas eu de révolution ici, alors d'autres disaient qu'il y a eu une révolution. Étienne Freinet a été celui qui a vraiment débuté des études contemporaines, je dis d'aujourd'hui, des années 80. Sur la Révolution, ça a été Étienne. Et puis il y a un professeur australien, Peter McPhee, qui lui aussi a écrit en particulier sur la Révolution à Collioure, et qui est, je ne dirais pas qu'il est pro ou anti-révolutionnaire, mais qui constate, et c'était le cas d'Étienne, et c'était le mien aussi, qu'il y a eu vraiment des gens qui ont cru à la Révolution dans les Pyrénées-Orientales, quoi qu'ils fussent catalans, quoique sans doute un certain nombre d'entre eux soient d'origine bourgeoise, mais en fait, ça ne gênait pas beaucoup Brunet, que les gens soient d'origine bourgeoise, et ça prouve bien que les révolutions, toujours les riches qui les font, et il disait au contraire, le peuple s'est toujours battu contre la révolution. Donc, ben, j'ai fait ce qu'on doit faire une fois qu'on a une idée, c'est-à-dire je suis retourné aux archives, et j'ai remis sur le métier. Alors, dans ce PowerPoint, pauvre point, disent les Américains, PowerPoint, c'est pas très bon comme truc, hein, mais j'ai essayé de vous faire partager le travail de l'historien, c'est-à-dire que j'ai mis des documents plus que la suite de ce que je vais dire, que vous pouvez... Bon, de temps en temps on peut lire, mais enfin c'est la même chose que ce qu'on raconte, en moins détaillé. Mais j'ai essayé de vous faire voir que quand on fait de l'histoire, on travaille sur des documents qui ne sont pas faciles, qu'il faut lire. Et alors on ne peut pas reprocher à Brunet, puisque quand même, mon bouquin, je l'ai écrit dedans, c'est pas un contre Brunet. Mais par contre, Brunet, qui était quelqu'un qui avait été très très influencé par un discours ethnologique qui est des sociétés sans État, puisqu'il a écrit que le Roussillon était une société contre l'État, qui était un discours donc d'ethnographe et d'ethnologue, qu'il a voulu appliquer à la Révolution, pourquoi pas. C'est un très très bon historien. Tout ce qu'il avait vu, je l'ai vu, mais ce qu'il n'avait pas vu aussi, ou plutôt ce qu'il n'avait pas gardé. Alors, c'est vrai, on le fait tous, hein, plus ou moins. Mais enfin, l'honnêteté voudrait qu'on garde tout, y compris ce qui va contre votre démonstration. Donc, comme il avait fait la démonstration inverse de celle que je vais tenter de vous faire, ben voilà, hein, pas de problème. Et vous avez aussi le bouquin de Brunet qui est passionnant à lire. Donc, on va avancer, on ne va pas avancer, on va rester un peu sur... Oui. Alors, je dis que je fais un peu d'historiographie parce qu'à un moment donné, dans les années 80, autour du bicentenaire de la Révolution française, il y a eu un enjeu politique. Est-ce que la Révolution, c'est ce qui nous constitue? Alors, il y a eu une école, je dirais, qui est l'école de Furet et de Denis Richet et de quelques autres. Alors, c'est compliqué parce que Denis Richet est un ami, mais ça n'empêche pas. Hein, qui disait en gros, oui, la Révolution, ça a été très bien jusqu'en 92. Puis en 92, il y a eu... Je ne vais pas vous raconter l'histoire, hein, mais il y a eu la prise du palais des Tuileries et le roi a été exfiltré vers l'Assemblée, et puis il a été plus tard immédiatement emprisonné et déchu de fait.
Et là, ça a mal tourné parce que c'est le peuple, c'est les gens qui crient, tout ça, et c'est pas bien. Et donc il y avait une révolution qui allait jusqu'en début 92, et puis après, une révolution qui avait dérapé. Alors, je suis absolument pas d'accord avec lui, mais par contre, le dérapage qui a été nécessaire me pose des problèmes. Et puis, il y avait évidemment les historiens marxistes qui suivaient, avec Soboul, qui a été, tous les historiens de la Révolution, quand même, quelqu'un qu'on a lu, pas simplement les petits livres, mais, enfin les gros livres, mais aussi les petits, et puis Michel Vauvel, donc, qui lui avait succédé à la direction à la chaire de la Révolution française à la Sorbonne. Et puis il y en a des tas d'autres. Hein. Et puis il y a des... Alors, il y avait eu aussi un groupe dans lequel je me sentirais un peu, c'est celui qui repensait la Révolution, c'est-à-dire qui essayait de se demander comment les gens, sous la Révolution, ont vécu la Révolution, en ne sachant pas que ça allait aboutir à la République, en ne sachant pas que ça allait aboutir à des guerres européennes, que ça allait aboutir à un empire, etc. Non, ils ne savaient pas. Hein. On ne sait pas ce qu'on fera demain. On ne sait pas ce qui se passe demain. On ne sait pas ce que donneront les prochaines élections. Et donc on agit, enfin les gens dans toutes les époques agissent en fonction de ce qu'ils vivent, mais pas de ce qu'ils fantasment sur l'avenir, même s'ils ont des idées. Mais enfin, ils prennent des décisions un peu, je ne dirais pas à l'aveugle, mais pour nous qui sont à l'aveugle. Parce que nous, on sait comment ça s'est passé, on dit qu'ils n'auraient pas dû faire ça. Mais si, il n'y a pas de raison de dire qu'ils n'auraient pas dû faire ça, parce qu'ils ont fait ça. Ils ont fait ça parce que c'est tout ce qu'ils pouvaient faire avec ce qu'ils avaient dans la tête, à un moment donné, et avec la situation qui était autour. Et il y a c'est pas une école, hein, mais il y a des gens comme Timothy Taquet, qui est américain, Jean-Clément Martin, Michel Biard, qui ont repris, qui sont mis à repenser la Révolution en retournant aux archives, ce que, par exemple, quelqu'un comme Furet n'avait pas fait. Ouais, c'est pas qu'il était un mauvais historien, il y avait été aux archives. Mais il n'y est pas retourné pour vérifier s'il y avait raison ou tort. Dans les PO, évidemment, je l'ai mis au début, il y avait eu une histoire de la Révolution, mais c'est une histoire très politique, par contre, c'était celle du 19e siècle, donc c'était le centenaire de la Révolution, donc il y avait deux écoles, hein, une école très républicaine, Pierre Vidal, et une école très peu républicaine, même franchement réactionnaire, l'abbé Philippe Toreille. Je trouve que l'abbé Philippe Toreille est des deux historiens le plus sérieux. C'est ennuyeux, parce qu'il a plus lu que Vidal. Vidal, quand même, il avait les connaissances, hein. Mais Vidal, il a fait un brûlot, la Révolution, toute la Révolution, rien que la Révolution. Et l'autre a fait à peu près le contraire. C'est bien parce qu'ils ont déblayé le terrain, mais c'est pas l'histoire qu'on essaie de faire aujourd'hui. Et dans leur époque, ils ne pouvaient pas en faire une autre. Toujours on est peut-être des nains, je ne sais pas si on est des nains sur les épaules des géants, mais on est toujours un peu quand même, on doit beaucoup de choses aux autres, y compris à ceux qui ont pu se tromper dans l'interprétation qu'ils ont donnée, mais qui ont trouvé des choses. Et on trouve chez l'abbé Toreille, par exemple, et chez Pierre Vidal, des choses qu'on ne trouve plus. Parce qu'ils avaient eu accès à des papiers, même qui n'ont pas été conservés aux archives. Ils avaient eu accès à des témoignages de petits-enfants, de révolutionnaires, etc. Ils avaient une culture qui nous ont conservés. Et on est obligé aussi de l'apprendre. Alors, dans les PO, il y a eu un renouvellement du regard sur la Révolution. Il y a eu celui de Michel Brunet et de quelques autres, mais surtout lui, d'Alice Marcet, mais je ne sais pas grand-chose en fait. C'était pas son coup. Hein. Elle a un peu travaillé. C'était une amie très proche, donc
s'engueulait pas beaucoup là-dessus d'ailleurs. Mais c'était une spécialiste du XVIIe siècle. Elle avait été faire un petit tour au XVIIIe, mais c'était pas son truc. Son truc c'était d'assassiner Louis XIV, mais de façon très historiquement bien construite. Et elle disait à ses étudiants, j'ai un ennemi, c'est Louis XIV. Ça simplifie la vie. Et puis, je vous ai cité déjà Étienne Freinet, Peter McPhee, et moi on est revenu largement sur une histoire que par exemple, Furet avait méprisée, pas Furet, je vais dire, Brunet avait méprisé, l'histoire politique, mais pas l'histoire politique, disons, aujourd'hui on écrit politicienne, c'est absolument idiot, l'histoire politique, elle est nécessairement un peu politicienne, mais enfin, il y a l'histoire politique qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, et donc on a essayé de travailler sur les... je dirais sur les restes du politique, par exemple sur les élections. Or, il se trouvait que ma formation, parce que tous les gens dont j'ai parlé, là, à part Étienne Freinet, c'était des 18e-istes. Des gens qui travaillaient sur la Révolution, souvent avec une très grande qualité, mais qui méprisaient un peu le politique, et en particulier les élections, en disant les élections c'était bidon, et passons, n'en parlons pas. Or, les élections, les gens ne les ont pas trouvées du tout bidon. Alors, tiens, bon, ça, je l'ai mal placé, ça, donc, il faut placer autre chose, et je remonterai là-dessus. Là aussi, c'est mal placé. Voilà. Je voulais d'abord vous parler du système de vote, parce que dans tous les livres, et je relisais les historiens de la Révolution qui ont été, on dit mes maîtres, enfin, qui m'ont beaucoup appris, comme Gaucho par exemple, qui a pas mal travaillé là-dessus, mais qu'il n'y a pas... le système, on dit toujours, c'est un système censitaire, c'est un système qui ne permet pas aux pauvres de s'exprimer. C'est vrai, c'est faux. Alors, le système est d'abord un système compliqué. Il y a donc le système qui est adopté. Ce n'est pas l'idéal. Il en sera adopté un autre, d'ailleurs, sous la Convention. Mais enfin, donc, ce n'est pas le suffrage universel. Il y a une division entre les citoyens, qui ont tous la qualité de citoyens. Je dis bien de citoyens et pas de citoyennes. Certes, on dit citoyennes aux femmes qui sont françaises, mais malgré le rôle des femmes dans la Révolution, qui est une autre histoire, les hommes du XVIIIe siècle ont vraiment pensé que là... Alors, il semble que Robespierre, je n'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé la citation plusieurs fois, mais je n'ai jamais trouvé dans les œuvres de Robespierre. Mais enfin, que Robespierre ait proposé un jour à l'Assemblée constituante, donc aux ex-États généraux, il leur a dit, bon, il faut faire voter les femmes et les Noirs. Et toute l'Assemblée arrive. Voilà. Et y compris des gens qui sont devenus de grands révolutionnaires montagnards. Ça, c'était tellement incongru. Marat, par exemple, a dit « la place de la femme est à la cuisine », en gros. Hein. Je cite, mais je l'ai lu hier, hein, la citation exacte. Je ne serai pas. Il était généreux. Hein. Les femmes ont joué un rôle, mais c'était souvent à travers leur mari. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus, puis elles ont joué un rôle plusieurs fois dans la rue. Mais on n'a pas voulu leur donner le droit de vote. Voilà, ça c'est tellement majoritaire que remercions Robespierre d'avoir permis d'avoir racheté un peu les autres hommes, disons. Et ensuite, on pense que les domestiques, ils sont payés, ils vont travailler pour le patron
donc ils vont voter comme le patron, et donc on élimine les domestiques. On demande aussi aux gens qu'ils soient installés depuis 1 an, là où alors, ça n'a pas été très très appliqué, mais c'est qu'on avait peur que des itinérants viennent voter et bouleverser les choses. Ça, c'est... Et surtout, on dit qu'il faut un minimum, il faut payer un minimum d'impôts pour voter. L'équivalent de 3 journées de travail. 3 journées de travail d'un ouvrier. De toute façon, donc, 3 journées de travail, pas très très cher. Enfin, il y avait quand même beaucoup de gens qui ne les avaient pas. En gros, ça réduisait le corps des hommes. Alors, et les hommes ils pouvaient voter qu'à partir de 25 ans. Qu'autrement, on était trop étourdi. Donc, on exige le vote donc de ceux qui payent quand même un impôt. Un petit impôt, mais un impôt. Et les autres, eh bien, les autres, il y en avait beaucoup quand même. Disons qu'en gros, ceux qu'on appelle donc les citoyens actifs, c'est comme ça qu'on les a appelés, en fait, c'est pas le terme, mais c'est le terme de l'époque, mais c'est pas un terme légal. Les citoyens actifs, donc c'est ceux qui paient des impôts. Alors ça fait à peu près 60% des hommes qui ont plus de 25 ans. Alors dire que c'est des fausses élections, c'est des élections totalement au rabais, non, c'est un suffrage censitaire, mais c'est un suffrage où une bonne partie de la population s'exprime. En plus, on peut non pas tricher, mais on peut jouer avec ça. Et il y a plein de villes qui vont jouer avec ça, puisque la journée de travail, après, elle sera imposée. Mais la valeur de la journée de travail, elle va dépendre du village où vous êtes. Et par exemple, à Saint-Paul-de-Fenouillet, même les indigents votaient. C'est du local. Mais tout le monde votait parce que on avait dû mettre ça à 1 sol ou 2 sols. Mais là, c'était rien. 5 €. Mais enfin, en règle générale, ça a été respecté parce que ceux qui étaient quand même un peu plus installés que les autres, ça ne leur déplaisait pas que ça soit marqué. Ceci dit, ce sont souvent de pauvres gens. C'est des tout petits cultivateurs, ce sont des artisans, des tout petits artisans, des compagnons. Ce ne sont pas des... Il y a dans la masse des citoyens actifs, il y a le peuple, ou du moins une partie du peuple, la partie du peuple qui est sortie de la misère, qui sort de la misère, et la misère à l'époque, c'est une misère noire. Hein. On crève vraiment de faim. Pour les misérables, qui se rattrapent quelquefois, mais rarement. Seulement, quand même, on se dit, alors là, il y a trop de gens qui vont voter, c'est les gens qui font la Constitution qui sont... Et quand même, il y a beaucoup de gens qui... Si tout le monde vote, où est-ce qu'on va? Alors, on décide que le suffrage, ce sera à 2 degrés. Alors là, c'est les gens qui paient 10 journées de travail, ont droit à être élus par l'ensemble des gens, dans des assemblées qu'on appelle les assemblées primaires, qui élisent des gens qu'on va appeler des électeurs. Donc les électeurs, automatiquement, ils sont dans la couche qui paie plus de 10 journées de travail d'impôts. Ça peut être des gens aisés, ça peut être des gens qui le sont peu, enfin, ils sont quand même plus aisés que les autres. Et le vote, alors il est dans ce qu'on appelle les assemblées primaires. Et les assemblées primaires, elles sont cantonales. Elles sont par canton, plus pour Perpignan, par section. Les cantons n'ont d'autre existence que de vote, que pour le vote. Ils n'ont pas de municipalité cantonale ni rien, ça c'est plus tard.
Donc, une fois avant les élections, c'est-à-dire avant 2 ans, tous les 2 ans, mais on n'a pas expérimenté la 2e année puisqu'il y a eu le 10 août, c'est une constitution qui a... Alors, on a voté dans les années 90 en jouant sur les dispositions qui allaient être adoptées. Mais enfin, on a quand même bien exigé que les gens qui soient éligibles, qui soient électeurs, aient plus de 10 journées de travail, qu'on choisisse parmi eux. Mais on n'en choisit que très peu. On en choisit 1 pour 100 personnes. C'est-à-dire que même eux, ils n'ont pas une représentation directe. Ils ont voté et ils étaient éligibles, mais si ce n'est pas eux qui ont été élus, tant pis. Alors vous me direz, c'est un système qui apparaît désormais extrêmement injuste. Oui et non. Parce que d'abord, c'est un système qui correspond au moment. Les gens sont pas les gens qui ont du fric sont enthousiastes à l'idée de voter parce qu'ils n'y perdent rien. C'est une journée, voire 2, voire 3, voire 4 journées à se déplacer. Quand c'est à Perpignan, il n'y a guère que ceux qui gueulent, c'est les jardiniers de Saint-Jacques parce qu'ils travaillent et ils ne peuvent pas quitter la boutique. Enfin, ils n'ont pas de boutique, hein, ils ne peuvent pas quitter les travaux des champs. Mais les autres s'adaptent, hein, ils n'ont pas trop de problèmes. Et donc on a un système qui est déjà un système extrêmement compliqué. Alors je reviens sur ce système parce que quand je l'ai expliqué dans mon bouquin, tout le monde, sauf les historiens, mais il n'y en a pas beaucoup, enfin c'est un métier, m'ont dit on n'y comprend rien à ton truc, on faisait comment? Allez, je vous l'ai écrit, bon, c'est donc voilà pourquoi j'en parle. Alors il y a le fait est qu'il faut se déplacer, et se déplacer c'est difficile, il faut savoir lire et écrire, c'est pas obligatoire. Hein, on vote en écrivant. Mais si on ne sait pas lire et écrire, on va au bureau et puis on demande à quelqu'un de marquer un nom. Si vous votiez comme ça, vous ne seriez pas très content. Même si ces idées sont un peu fumeuses hein, pour les gens. Donc il y a... Alors, donc quand c'est à Perpignan, c'est relativement facile. Quand vous êtes à la montagne et qu'il fait mauvais temps, si vous voulez faire... pour aller au chef-lieu de canton, 5 ou 6 km ou 10 km de très mauvaise route, vous n'y allez pas. Si vous êtes trop pris au champ, vous n'y allez pas non plus. Ce qui explique d'ailleurs qu'il y ait une assez forte déperdition du vote, même quand il est permis à tout le monde, car quand même il est permis à tout le monde dans un seul cas, c'est celui des municipalités. Les villes sont élues au suffrage universel, des hommes de plus de 25 ans, mais à ce qui fait, et payant un impôt de 3 journées de travail, mais enfin, ce qui se rapproche le plus du suffrage universel, c'est pour les communes. Avec évidemment l'obligation de voter quand même pour quelqu'un qui lui paie 10 journées de travail. L'histoire du barque d'argent, dont vous avez peut-être entendu parler. Alors, l'Assemblée avait voulu mettre un impôt, un truc très très fort, supplémentaire, pour que les gens qui voulaient se présenter aux élections à la députation, ce qui correspond à la députation, aux élections aux assemblées nationales, que ceux-là, ils devaient payer ils devaient avoir une grosse somme d'argent. Bon, Robespierre va attaquer cette disposition. Elle ne sera pas exécutée. Elle avait été votée, mais elle sera abolie. Par contre, comme ils ont été obligés de supprimer le marque d'argent, on a voté avec les... Mais au fond, c'est pas intéressant ce que je vais dire. On a voté avec les 10 journées de travail comme base des citoyens, je dirais, suractifs,
mais on a construit un système pour l'avenir qui était bien pire, puisqu'il fallait d'assez gros propriétaires terriens. Et on acceptait les fermiers, les métayers qui avaient de grandes fermes et de grandes métairies. Bon, ce système n'ayant pas été appliqué, mais ben, ça voulait dire qu'ils avaient quand même trouvé que le système qui s'était mis en place était un peu trop libéral. Ben, la complication à voter, c'est que donc, on sait, une partie des gens savent ni lire, en fait ils savent un peu écrire et un peu lire pour beaucoup. Mais ils ne sont pas du tout habitués à ces histoires. Et puis, il n'y a pas de candidat. Et ça restera interdit au moins jusqu'au directoire et au directoire aussi. Il n'y a pas de candidat. C'est-à-dire que tout le monde est candidat, pourvu qu'il ait ses 10 journées, et à la convention. Et pour être député, il ne faut même pas avoir les 10 jours. Tout le monde peut être élu. C'est un truc bizarre, une bizarrerie, à laquelle donc, les constituants avaient essayé de mettre fin, et qui se heurtait à Robespierre qui, pour une fois, a gagné. Tardivement, mais a gagné. Et à Perpignan, on a discuté d'ailleurs du discours sur le marque d'argent de Robespierre à l'Assemblée. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est compliqué parce que, et je vous ai mis ce petit serment qu'il fallait faire, hein. Donc, de jurer, vous voyez que le français n'est pas terrible, et vous jurez et promettez de nommer que ceux que vous aurez choisis en votre âme et conscience comme les plus dignes de la confiance publique, sans avoir été déterminés par dons, promesses, sollicitations et menaces. Bon, c'est qu'il y en avait eu. Il y avait surtout eu des bagarres hein, pour les élections. Il y a 2 élections qui ont donné lieu à beaucoup de bagarres. C'était les élections municipales et puis les élections des juges. Peut-être pas dit, et puis c'était pas mon sujet, mais les juges sont élus sur la Révolution. Et les élections des juges de paix. Parce que les juges de paix, c'est-à-dire les juges les plus proches de vous, qui sont dans le canton, eh bien, les juges de paix sont élus aussi. Au suffrage large, hein, on va dire universel, mais large. Donc, quand on lit les choses, on se rend compte que c'est extrêmement lourd. Les gens ne comprennent pas. D'abord, au début, tout le monde vote pour lui. Beaucoup de gens votent pour eux. Bon, ils se rendent compte que ça ne marche pas très bien. Alors, au deuxième tour, il y a jusqu'à 10-15 tours. Au deuxième tour, ils votent pour des gens qu'ils connaissent. Donc, des gens qui ont participé dans un cas à la Révolution, des gens qui sont plutôt contre-révolutionnaires dans un autre, mais des gens qui sont un peu connus. Et puis surtout, ils font confiance, parce que c'est pas facile de gérer. Et les gens le savent. Quand la tourmente un peu révolutionnaire imposera à des gens qui ne savent ni lire ni écrire de devenir maire d'un village, ce sera une catastrophe. Les deux Montagnes-Stachellois à Véros font la tournée en 94 des mairies de village, et ben, le maire, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit tous les lois, car la Révolution est très paperassière. Il reçoit les lois, il reçoit tous les textes de loi, et ben, il s'en sert pour envelopper les nourritures qu'il vend, parce qu'il fait aubergiste. Et voilà. Et puis, je crois qu'il les a mis au cabinet aussi. Voilà, c'est. Mais sans mauvaise volonté. Et quand les deux délégués du district ils disent, mais enfin, ça va pas, ça. Ils disent, écoutez, je ne sais pas lire, personne ne sait lire, et il y en a un qui sait lire, vous l'avez foutu en prison. Donc, voilà. Alors, ce sont des réalités qu'on n'a pas. Et quand je lis certains discours d'historiens qui ont été proches de moi, en plus, parce que moi aussi j'ai écrit ça, et il a fallu s'y plonger pour écrire autre chose. Ils disent, bon, oui, il n'y avait pas d'élection d'un côté, ou penser que les élections, c'était comme nous, comme maintenant.
Ben non, pas du tout. C'était vraiment un effort douloureux pour beaucoup de gens, un effort qui pouvait coûter financièrement, même à ceux qui payaient, qui avaient 10 journées de salaire, on appelle quand même de bas salaire, parce que c'était la base. 10 journées de bas salaire, ça ne fait pas une fortune en général, calculée. Et bon, ben, s'ils permettaient 2 journées au champ, ou s'ils fermaient leur boutique, ou si le cheval se tordait les pattes et il fallait l'abattre dans un chemin qui n'était finalement qu'un fossé, ça n'allait pas. Et donc il y a cette difficulté, il faut l'avoir en tête, parce que je l'ai découverte en fait, en travaillant mieux et plus. Cette difficulté, il faut l'avoir en tête quand on se dit, mais ils n'étaient pas nombreux, par exemple, à voter, mais au moment de la convention, ils n'ont pas voté. Oui, alors ils étaient déçus de l'histoire, mais il n'y avait pas que ça. Hein. Il y avait le fait que voter, ce n'était pas un acte qui est simplement sortir de chez soi, aller à la mairie, mettre un bulletin dans l'urne. Donc quand vous arriviez avec votre bulletin, soit il était mal écrit, et on faisait l'appel personne par personne. Bon, aujourd'hui aussi, sauf qu'on n'avait pas de liste. Enfin, on avait des listes, la liste de tous les citoyens actifs, mais on allait chercher dans la liste, qui n'était pas par ordre alphabétique nécessairement, j'en ai des très belles, sans ordre alphabétique, et voilà, c'est une chose que j'ai eu à cœur de mettre au début du bouquin pour montrer quand même que la Révolution a été un moment plus complexe qu'on ne le croit d'habitude. Alors, bon, quelques mots sur la Révolution elle-même. Hein. Bon, vous savez qu'il y a eu les États généraux, qui sont devenus Assemblée nationale constituante, et qu'il y a eu le 14 juillet. Et le 14 juillet, à Perpignan, il est arrivé le 23, et le 23, on a appris la nouvelle, bon, on s'en est parlé, bouche à bouche, et le 25, et surtout le 26-27, on s'est rué dans les rues, et on a commencé par démolir tout ce qui était impôt. Donc, les bâtiments de la ferme, les bâtiments des tabacs, les bâtiments de la gabelle, bien sûr, et donc, enfin, de l'impôt sur le sel. On a failli lyncher la femme d'un des percepteurs. Elle a été protégée, mais enfin, elle n'a pas été loin. Quant au préfet, en fait, de l'époque, l'intendant s'était cassé depuis longtemps. Mais le subdélégué qui fait le truc, ben, il a dû s'en sortir en sortant des rouleaux de louis, c'est-à-dire de l'or, et en disant c'est pour les pauvres, c'est pour vos pauvres, et ils lui ont dit bon ben va-t'en. Voilà, donc il y a eu quelques jours très, très violents, mais ils ont été très très vite jugulés en quelque sorte dans les villages et dans les petites villes par les patriotes, c'est-à-dire par ceux qui commençaient à se dire que oui, il pouvait y avoir autre chose que la royauté, ou au moins que le régime qui subissait. Et en même temps, il y a eu à Perpignan une vraie tentative de confiscation. C'est-à-dire qu'à Perpignan c'est une ville bizarre. Il y a des nobles, d'accord, mais la ville de Perpignan a des privilèges énormes. Des privilèges. En particulier, vous n'êtes pas riche, hein, vous avez un champ à Estagène. Une chèvre s'y est introduite, elle aurait brouté. Vous, Perpignanais, vous allez voir le tribunal de l'Orte, le tribunal des Jardins,
et qui envoie quelqu'un là-bas, et l'Estagélois propriétaire de la chèvre reçoit une amende sérieuse. Et ça, c'est un privilège de Perpignan. C'est la seule ville qui ait ce privilège. Et évidemment, quand on dit que les privilèges risquent d'être abolis, les Perpignanais, dans un premier mouvement, une bonne partie des Perpignanais, y compris les Perpignanais qu'on dirait aujourd'hui progressistes, on dit non, on va quand même pas, c'est pas la bonne histoire. Et donc ils se sont alliés à la noblesse, au clergé, et ils ont fait une administration provisoire, une centaine de personnes, alors 2 tiers état, mais tiers état, enfin, non, 2 tiers non nobles, non clergés, et oui, 2 tiers et 1 tiers pour le clergé et 1 tiers pour le clergé, ça fait égalité. C'était comme ça qu'on avait fait les élections aux États généraux. Mais là-dedans, il y a alors, et puis on voit le résultat, c'est-à-dire que dans toutes les villes, la bourgeoisie gouverne. Appuyé sur une partie du peuple, les gens, et qu'à Perpignan, les nobles et le clergé, ils trouvent que, bon d'accord, vous êtes là les gars, mais on ne va pas vous donner beaucoup de responsabilités. Et puis il y a des gens qui sont convaincus. Il y a une partie des notables perpignanais, certains, un est noble, un ou deux sont nobles. Enfin, c'est des nobles de pas longtemps. Ce qu'on appelle des bourgeois nobles, c'est-à-dire des gens qui avaient assez d'argent pour payer, pour être nobles. Et surtout, des gros marchands, tout ça, se disent que quand même, l'idée que Perpignan demeure peut-être la seule ville en France qui soit d'ancien régime, en quelque sorte, même si le terme est anachronique, n'en plaît pas. Alors ils fondent une association patriotique, on appelle ça l'association patriotique, et ils publient un libelle dans lequel ils disent que toutes les villes ont élu des maires révolutionnaires, plus ou moins, mais révolutionnaires. Alors, on ne dit pas révolutionnaires, on dit des maires patriotes. Pendant longtemps, le terme, ce sera patriote, ce ne sera pas révolutionnaire. Et qu'à Perpignan, il n'y en a pas. Au contraire, on a élu un marquis, le marquis d'Aguilar, un colonel, son beau-frère, le marquis d'Oms, lui, étant passé plutôt côté révolution, pendant un petit moment. Il ne devait pas se laisser aimer beaucoup les deux beaux-frères, qui jouent côté et l'autre. Bon. Et donc le marquis d'Oms, tout ça, appuie et il les oblige à se dissoudre en prenant les plus faibles d'entre eux, et les plus faibles d'entre eux, évidemment, ils craquent, et les plus durs restent, mais bon, ils leur disent, vous n'avez plus qu'à vous dissoudre. Et c'est les deux, là, vous avez deux, donc, la lettre de la majorité à l'association, et puis les réflexions d'un citoyen, qui est la lettre circulaire de la Société patriotique de Perpignan, qui, eux, au contraire, est une défense des patriotes. En décembre, ils renoncent, en janvier, ils reconstruisent, puisque la Constitution, qui est en marche, dit qu'on ne saurait dissoudre, ni obliger à dissoudre une association librement constituée. Ils repartent, non pas comme en 14, mais ils repartent. Et on a une série d'élections, donc élection des villes, puis élection du département, il y a un conseil général, mais on s'appelle conseil général, élection du département, 36 conseillers dans tous les départements, élection des districts, qui correspondent à peu près aux 3 circonscriptions électorales, en fait, mais il n'y a pas de vote par circonscription. Donc, en gros, Perpignan et la vallée de la Glie, le Val-Espire, le Conflent et la Serre.
Et donc ça, ce sont des districts de Prat, district de Céret, district de Perpignan, qui ont aussi une administration. Et partout, même à Céret, ça n'a pas duré, mais les patriotes sont élus. Vrais patriotes ou faux patriotes, peu importe, on fonce dans le truc et il n'y a que Perpignan. Ils vont en profiter. Hein. Je sais pas s'il y a il y a une société populaire, puisque c'est ce qu'on appelle la société patriotique, c'est une société sur le modèle de la société des Jacobins, une société réactionnaire, la société des Amis de la Paix se monte. Il y a des petites manières, il y a des conneries qui sont faites à Perpignan par la droite, enfin par ce qui n'est pas encore la droite, mais ce qui va le devenir. Si on siège à droite ou à gauche dans l'Assemblée du président. Donc, disons, les conservateurs. Alors, la plus grande bêtise, c'est que les militaires, il y a eu un régiment qui était en garnison à Perpignan, le régiment de Touraine, qui avait pour commandant, pour colonel, le frère de Mirabeau, surnommé Mirabeau Tonneau, c'était un alcoolique majeur, et surtout un réactionnaire absolu. Il vient à Perpignan, il essaie de faire rentrer son régiment dans l'ordre. Évidemment, son régiment regimbe largement, poussé par les patriotes, en particulier ceux du Faubourg, qui est le corps patriotique de Perpignan, c'est le Faubourg, les tanneries, enfin les rues, donc ce qu'il y a de l'autre côté de la Basse. Et donc il s'en va, il s'enfuit, mais il s'enfuit en emportant les cravates des drapeaux. Ouais, vous aviez un ruban qui était sur chaque drapeau, et pour les soldats, ils prêtaient serment sur ce ruban. Donc ils ne supportent pas, ils mettent le maire qui avait hébergé Mirabeau, ils mettent Aguilar en liberté très surveillée, en prison de chez lui, et ils le gardent. Du coup, Mirabeau se fait rattraper, il y a l'immunité parlementaire, il part, mais les cravates sont rendues, mais la municipalité, municipalité non révolutionnaire de Perpignan a été bien affaiblie. Et en décembre, il y a de nouvelles élections. Alors, les élections, c'est renouvellement par moitié. Donc tous les ans, il y a des élections. Et en décembre, il y a des élections municipales. Les partisans, je dirais, de l'ordre ancien sont vont peut-être les gagner, mais c'est pas sûr. Mais surtout, il y a un curé de Choc, Chambon, qui intervient qui écrit auprès du département. C'est d'autant plus facile qu'il en est membre. En disant, voilà, on n'a pas permis aux gens de Saint-Jacques de voter parce que c'est la nuit, donc ils ne peuvent pas venir voter, et il faudrait les faire voter à 4 heures. Et donc il faudrait un autre vote. Et évidemment, le maire dit, j'ai respecté la loi. Le département lui envoie quelqu'un pour lui dire, vous n'avez pas respecté la loi. Et puis, on a la tête chaude, des cris partent, les deux associations, enfin, les deux partis politiques, en fait, autant qu'on pourrait dire, sont dans deux maisons en face l'une de l'autre, pratiquement. Il y a un coup de feu qui part, des insultes qui partent d'un côté, un coup de feu qui part de l'autre. Là, les révolutionnaires, enfin, les patriotes sont bien préparés, ils embarquent tous les gens qu'il y a tous les amis de la paix, ils les amènent à la citadelle, en prison, accompagnés par les membres du département qui les protègent, mais qui n'en passent pas moins. Et le lendemain, la municipalité Aguilar démissionne, mais elle assurera les nouvelles élections.
elle les assure, personne ne vote. Alors, les gens qui étaient timorés, ils ne vont pas voter. Bah, les autres votent, ils ne sont pas très nombreux, mais ils emportent alors tout. Hein, le maire, les procureurs généraux, ils emportent tout, je vous fais pas le détail. Et en décembre 1790, donc, Perpignan devient une ville comme les autres, une ville patriote, avec pour maire un abbé. Parce qu'il y a Toreil, bon, je vais le retrouver. Donc un prêtre, mais qui avait été que les autres prêtres mettaient un peu au banc de la prêtrise parce qu'il était révolutionnaire. Il disait que la raison doit l'emporter. Donc voilà. C'est pénible. L'abbé Guité. Il est taureyen, il est de Toreil, il est d'une famille assez pauvre et il a réussi à être chanoine de Saint-Jean. On ne peut pas aller plus haut, sauf à être évêque pour être tuteur, mais les autres ne l'aiment pas parce qu'il n'est pas d'une famille assez relevée. Il n'est pas d'une famille pauvre, mais... Voilà, donc on a un jeune abbé, hein, il a 30 ans, et ça va être un maire à Poigne. Donc voilà les premières expériences électorales. Alors là, vous avez deux discours sur la crise à Perpignan, hein, les Amis de la Paix qui ont écrit à l'Assemblée nationale, et un médecin perpignanais qui est venu défendre la cause des Perpignanais. Mais toute cette histoire, vous la trouverez ailleurs. Alors, reste quand même un petit truc du vote, juste pour vous faire voir. C'est, voilà, les gens qui votent dans l'ensemble du département pour élire le deuxième, le grand. Alors, il date de la République, enfin, il date donc de fin 92, mais il reprend ce qu'il y avait avant, hein, parce qu'il n'y a pas eu de nouvelles désignations. Donc, vous voyez, ils ne sont pas nombreux. Hein. Ils choisissent 36 d'entre eux, en gros, et ça marche. Enfin, vous voyez, c'est là-dedans qu'on arrive à voir comment ça fonctionne et à trouver aussi. Alors, les patriotes, une fois qu'ils sont au pouvoir, en quelque sorte, on ne va pas dire qu'ils sont au pouvoir partout, mais qu'ils sont bien assis, ben, ils s'organisent, et ils s'organisent en créant un réseau de sociétés populaires, c'est-à-dire un réseau de sociétés comme la société de Perpignan. Et vous voyez les grandes zones, la vallée de la Glie, la Tête, un tout petit peu de choses en Cerdagne, mais vraiment c'est Montlouis, en fait c'est une société de militaires. Et puis vous voyez quelque chose, un ventre mou là, qui est le Val-Espire, et puis les autres, c'est des trop petits villages. Mais dans le Val-Espire, vous voyez qu'il y a des sociétés, mais en réalité, je dirais qu'il y en a, elles craqueront très vite. Hein. Sauf peut-être un tout petit peu à Arles-sur-Tech, mais ça ne dure pas. La seule société réellement dure de ce district, c'est Collioure. Là, une autre image, on ne voit pas ce que c'est. On a dessiné une carte d'adhérents là. Ce que vous avez en bas, c'est les registres de la société populaire avec la proposition de faire une carte d'adhérents.
Vous voyez, c'est en cela, c'est pas un parti politique, ça n'a pas la fonction d'un parti politique, puisque ça ne peut pas être mais c'est un embryon de parti politique. Du moins, c'est ma conviction, c'est un vrai embryon de parti politique. Avec une carte, avec des adhésions qu'il faut payer. Ce qui fait d'ailleurs que les sociétés populaires ne sont pas très populaires. Donc il faut payer une adhésion. À Estagel, par exemple, le résultat d'une manifestation, ça sera que tout le monde pourra être membre de la société populaire. C'est quand même, là aussi, quand on parle des Jacobins, ou même des Cordeliers, il n'y avait pas les brassiers parisiens. Hein. Les Jacobins, allez, je sais pas, ça fait 500 € par an. Hein. Enfin, truc qui serait équivalent. C'était cher. Hein. Et là, dans la société, on paye aussi, il faut bien. Mais enfin, vous voyez, il y a un réseau important. Et à partir de là, on peut répandre, je dirais, pas la bonne parole, mais quelque chose qui... Merci. Ça ne fera pas de mal. Et cette organisation des patriotes, elle va contre les gens qui ont dit qu'il n'y avait rien. Alors, brûler un jour écrit, ce sont des fous. Bon, d'accord, c'est sympa, mais parce que dans tel village, il lui paraît que être patriote est déraisonnable. Peut-être que c'est son avis, mais ça ne paraissait pas nécessairement. Tant plus que les choses se sont pas mal tendues avec la constitution civile du clergé qui a créé un schisme, mais ce n'est pas non plus ce dont je veux vous parler. Mais si vous avez des questions, je répondrai. Alors voilà un notable. Un notable réellement révolutionnaire. Il ira au bout de ses convictions. C'est François-Xavier de Lucia. Alors, comme il le dit lui-même, c'est mon père qui a été anobli. Ça ne fait pas des générations, donc je ne sais pas de quoi m'enorgueillir. Ça n'empêchait pas d'ailleurs d'avoir été secrétaire de la noblesse lors des États généraux. Et s'il y a le L catalan entre parenthèses, c'est qu'il s'appelle Lucia avec 2 L, mais qu'il a francisé son nom volontairement. Alors, c'est son passeport quand il a quitté les PO, ça a été l'homme clé, en fait, de la révolution dans le département. Il y en a d'autres, mais ça a été sans doute le plus déterminé. C'était un riche propriétaire. Mais il a toujours été très 18e siècle, finalement. Il pense que les rois ne sont pas très utiles et qu'il faut des élections. Il est plus fin que les autres grands propriétaires révolutionnaires. Et voilà ça. Et alors, on n'a pas de portrait de lui, donc j'ai demandé à une copine qui est peintre de prendre le passeport et, d'après le passeport, de faire une estimation. Voilà, ce n'est pas un portrait d'époque, c'est un portrait d'après passeport. Pendant la guerre, ça sera... Pendant la guerre, puisqu'il va y avoir une guerre, pendant la guerre, il sera parfait. Il fera vraiment tout, il ira se battre. Bon, mais il sera considéré comme Girondin, il était... Alors, donc, il faut bien avancer. Il y a beaucoup de choses. Vient la guerre. Alors, vient d'abord l'élection à la Convention. Donc, Lucien, il avait été élu à l'Assemblée précédente, à l'Assemblée législative. Et il n'avait pas vraiment fait partie des Girondins, par contre. Ben, il a fait partie de rien du tout. Apparemment, ça l'avait barbé d'être loin de Perpignan. Parce qu'il aurait très bien pu tenter d'être élu. Et donc, il y a une élection à la Convention. On élit un certain nombre. On élit Cassagne, qui est
connaissez en général, Fabre, qui est un autre médecin, Lille, Birotteau, qui est un révolutionnaire à tout crin, puisque lui demandait la République des élus, mais qui ira plutôt du côté de la Gironde, parce que c'est quand même lui, c'est un propriétaire sérieux, mais pas très riche. Et puis, enfin, pas énormément riche, et pas riche comme Lucia ou Serran, un autre de ces personnages. Et il y a Montégut, qui est un type qui parle très très mal français. C'est pas d'habitude des élus, qui est traité de sauvage par tout le monde, mais qui est un gros propriétaire en fait, et qui est sans doute qui est le révolutionnaire le plus convaincu sans doute du lot, qui a exercé des fonctions et qui a été toujours déchiré par les historiens, simplement parce que il parlait beaucoup moins bien français que les autres, ou qu'il affectait de ne pas le parler. C'est une autre histoire. Mais et puis l'abbé Guité, le maire de Perpignan, est élu. Donc voilà, vous avez un curé, un ancien noble, non, pas noble, mais des gens modérés, mais qui ont vraiment montré leur attachement à la République, à la République, qui vient juste d'être proclamée, mais leur attachement au patriotisme, qui ont joué un vrai rôle. Et c'est ce qui est intéressant. Alors ça, bon, il y a eu la guerre, hein, et ça a été une guerre terrible, puisqu'il y avait centaines de milliers d'habitants, 120 000 au mieux, et qui ont fini par avoir à peu près autant de militaires chez eux, militaires espagnols et militaires français. Donc ça a été terrible, et il y a eu des choses insupportables pour un Catalan, le lit chez révolutionnaires convaincus, mais des soldats qui avaient froid, avaient coupé les pieds de vigne pour... et l'indignation de nos révolutionnaires est absolue. Et effectivement, ils ont mal vécu. D'abord parce qu'on a pris leurs chevaux, on a pris leurs charrettes, il fallait bien transporter l'armée. Ils ont quand même... Ils sont trouvés entre deux feux, au sens propre du terme, et on mourrait beaucoup plus qu'on ne meurt aujourd'hui. Donc ils ont mal mangé, les maladies sont répandues parce que l'hygiène était très mauvaise. Alors vous direz, elle l'était avant. Oui, mais quand vous avez 20 000 soldats, 10 000 soldats à Perpignan, plus les 10 000, mais là, l'hygiène, même si elle n'était pas terrible avant, là, elle chute. Hein. Et ce qui n'a pas empêché les Catalans, d'ailleurs, d'y participer à la dite guerre. Alors, vous me direz, et les autres, où sont-ils? Eh bien, c'est pas facile de les trouver. Pourquoi? Parce que quand on prend des élus, même les petits élus les plus miteux de la plus petit village, ils paient 10 jours de contribution. Donc, on sait que c'est des micro-notables ou des gros notables, mais utiliser les élus, c'est intéressant pour leur âge. Ils sont jeunes, pour beaucoup d'entre eux. Ce sont des hommes, évidemment. Mais ils ont des métiers assez divers. Dans les petites villes, ce sont des paysans moyens, des artisans, le forgeron, enfin, ce sont des gens, en quelque sorte, si j'ose dire, normaux. Et alors, pour essayer de savoir quand même de quoi est composé le mouvement patriote, j'ai été un peu sur les listes des participants aux
aux sociétés populaires, mais là encore, le plus intéressant, c'était en 93, parce qu'il y avait, l'élection à la Convention, je le dis, se fait quand même au suffrage universel tous les hommes de 21 ans, et pour être élu, il faut toujours avoir 25 ans. Voilà, et payer 10 jours. La Convention a amélioré les choses, mais elle n'a pas tout changé. Et donc là, on arrive en 93 à repérer un certain nombre de gens qui ont même peut-être pas les 10 journées. Des gens qui sont des tout petits artisans, des régents de collège, ce qui à l'époque ne veut pas dire grand-chose. C'est un gars qui a mis 10 tables chez lui et qui prend les gosses pour leur apprendre à lire et à écrire. Il n'est pas bien payé. Et donc on voit une ombre de groupes populaires, mais ils sont complètement écrasés par les militaires. Parce que tous les militaires là sont, pour la plupart, réellement patriotes, et donc ils envahissent la société, et ils sont là, et ils discourent, et les habitants se sentent quand même un peu mis à l'écart. Alors, ce qui m'a paru peut-être le plus intéressant, c'est d'aller voir le recrutement des bataillons des Pyrénées-Orientales, et surtout du 1er bataillon, qui est un bataillon de volontaires, et un bataillon de volontaires qui est, dont on a tous les noms, et on a beaucoup de métiers. Alors, on a une surprise, c'est une moitié de notables, enfin, pas une moitié, c'est à peu près 40% de notables. C'est-à-dire que les notables, il ne faut pas les imaginer en gros notables, etc. Ils sont partis à la frontière. Le maire du Chalmot, qui plus tard fut un maire détestable, et a d'abord combattu pendant 2 ans, voilà, volontairement. Donc, il y a cela, mais il y a aussi la masse de ce qui sont, Sogoul avait trouvé à Paris comme sans-culottes, c'est-à-dire les tailleurs, les cordonniers, les petits métiers, les charpentiers, les petits métiers de la vie. Et là, eux aussi, ils sont partis. Après, on a la même chose à Estagel, où on a... alors, c'est pas parce que j'aime Estagel, c'est parce qu'on a bien gardé des archives. Et donc, on a... là, ils étaient 15 s'engager, mais les 15 qui sont engagés, il y a 2 nobles, voilà, dont l'un finira colonel d'Empire, allez, pour employer les termes qui ne sont pas les termes d'époque, 2 ou 3 notables, donc 2 bourgeois, et le reste, c'est vraiment des gens pauvres, qui sont engagés. Au 3e bataillon, on a au contraire, les Estagélois ont rasié les gens qui n'étaient pas du village, et ils les ont engagés. Oui, le malheureux Bordelais qui s'était arrêté quelques jours, qui s'est retrouvé 3e bataillon volontaire, d'un volontaire désigné. Mais globalement, on voit la trace là de gens qui pourraient ne pas s'engager et qui appartiennent aux couches, plus qu'aux couches populaires, aux couches de ce qu'on a appelé la sans-culotterie. On les voit à la campagne, ce sont plutôt donc des tout petits paysans. Mais il y a très peu de ouvriers, enfin d'ouvriers agricoles. Mais ça permet de dessiner des tableaux statistiques, de voir qu'il y avait des gens du peuple qui se battaient, et il y a eu des crises. Par exemple, à Estagel, petite Estagel, mais j'ai beaucoup étudié. Donc, et c'est la ville qui fait un peu le pendant, même si je dis qu'il ne faut pas le faire, qui fait un peu le pendant de Saint-Laurent-de-Cerdan. Saint-Laurent-de-Cerdan, ça a été la ville
anti-patriote. Après avoir été un petit moment révolutionnaire, mais ça n'a pas duré, plutôt pour des raisons religieuses que pour d'autres d'ailleurs, alors que Stagel n'était sans doute pas très très religieux, quoique. Et là, on s'aperçoit que un peu après la réunion de la Convention, donc au début 93, les paysans du village se réunissent, ils demandent une réunion du peuple, c'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir avec la révolution, de tous les paysans, pour prendre les communaux. Parce que les biens communaux étaient affermés, et ils étaient affermés aux riches. Bon, il y a les biens communaux, c'est des biens qui appartiennent à la ville, qui appartiennent donc à tous, et pour les exploiter, et ça depuis l'Ancien Régime, mais ça avait continué, on les affermait à des gens, comme ça on faisait rentrer un peu d'argent. Là ils disent qu'il faut les distribuer aux pauvres d'Estagel, et ils bousculent, et du coup Arago redescend, il était administrateur, et c'est là qu'on voit que ça marche quand il y a collusion entre des notables qui, pour des raisons qui ne sont loin d'être économiques, sont convaincus d'une volonté révolutionnaire, et des gens qui ont aussi des problèmes dont ils espèrent que la révolution, et des problèmes économiques par exemple dans ce cas-là, ils espèrent que la révolution les résoudra. Et là, Arago, enfin le père Arago, c'est pas l'autre, il attaquait les Espagnols à 8 ans. Mais le père Arago, qui a été le maire, qui est juge de paix, et qui à ce moment-là est au département, il descend et il dit là les gars, ça va pas, hein. on va pas se battre entre nous. Donc il dit oui, ça sera distribué, à condition que la loi passe à la Convention. Bon. Mais déjà on expulse les gens qui, enfin les gens qui ont affermé. Il n'y a plus d'affermement, donc les terres redeviennent et sont à vous, mais on les divisera quand on... Bon, c'est assez habile, mais ça montre qu'il y a chez les notables, enfin, les notables, Robespierre était notable, Danton, enfin tous, Marat, les gens qui savent, intellectuels non, c'est un terme postérieur, les gens qui savent lire, mais lire les lois, les faire à l'occasion, bah, évidemment tout le monde les a mis en avant. L'idée du spontanéisme que quand on sait un peu lire et un peu écrire, on va gouverner le pays, ça vient pas. Hein. Ça vient par l'armée par contre. Mais pas. En plus c'est un boulot. Le boulot des ligues municipales est un boulot pénible aujourd'hui, mais à l'époque c'est un vrai boulot. Enfin, c'est un boulot très très pénible. Donc il faut avoir aussi du temps. Voilà, donc on trouve ces traces. On trouve ces traces à Eus aussi. À Eus, quand les Espagnols sont arrivés, ben, les gens ont pris leurs instruments oratoires divers, leurs faux, leurs haches, et ils ont tenté de les foutre dehors. Brunelli, je ne comprends pas ce moment de folie. Ah bon, ben si. Donc il y a un mouvement. Alors, il ne faut pas... Le mouvement, les grandes villes, c'est Perpignan, c'est Collioure, ce qui ne veut pas dire que le mouvement soit seul dans les villes. Hein. Il y a aussi des gens qui n'aiment pas du tout la Révolution. Mais le mouvement est majoritaire dans pas mal de cantons, à Prades, à Estagel, à Eus, dans les villes autour, alors dans tout le Fenouillet d'Est. C'est pas catalan. Mais en fait, il y a la tour de France, et dans toute la vallée de la Glie, même à Rivesaltes. Donc, à un moment, ça a été un peu une balance. Il y a vraiment
une zone qui est révolutionnaire et qu'on ne peut pas nier. Si on dit, comme l'écrit Michel Brunet, Perpignan n'existe pas, enfin, c'est la capitale, c'est la ville. On parle de la ville, il y a que celle-là. Ou qu'on pense que les gens sont un peu dingues. Bon, il y a la défense de Bagnoul, ce célèbre. Non, mais c'est pas des... Je veux dire... c'est pas le roman glorieux de la Révolution dans les Pyrénées-Orientales. Oui, ils sont battus à Bagnoul, et les patriotes de Collioure, quand leur ville a été occupée par les Espagnols, ils sont montés sur leur barque et ils sont partis vers Perpignan. Ils sont débarqués en Salanque ou à Canet, et ils sont allés s'installer à Perpignan. Donc il y a un mouvement. Ce mouvement, il n'est pas partout majoritaire, mais ce qui échappe le plus à ce mouvement, outre la Cerdagne, mais Del Casso, curé de Cerdagne, a fait, comme il était suppléant, quand on a guillotiné, Birotteau a fait un très beau conventionnel, et sans problème. Mais enfin, en Cerdagne, c'est rare. Ils sont un peu paumés, là. Et puis la religion compte. Et c'est surtout en Val-Espire. En Val-Espire, il y a eu le problème religieux a été une des causes principales. Bon, le problème religieux, on a ça dans toute l'histoire, la constitution civile du clergé. On a nationalisé les terres de l'Église, personne n'a rien dit, pas même l'Église. Et ensuite, on a décidé que les prêtres devraient prêter serment à la Constitution, et le pape a dit que c'était un schisme et une hérésie, et donc l'Église s'est divisée. Dans les PO, elle a été majoritairement contre-révolutionnaire, tout simplement parce qu'elle a pu passer la frontière. Les autres, c'était plus prudent à l'intérieur du pays, mais enfin, elle a été majoritairement. Et quant aux prêtres révolutionnaires, qui sont très nombreux, enfin, qui sont assez nombreux, ils sont une quinzaine, à des postes de responsabilité, il y en a d'autres. À Sagel, le prêtre curé Simon est aussi un révolutionnaire de choc, il finira agent national. Et il y a eu tous ces ecclésiastiques sont généralement fait un autre métier. Et le plus important d'entre eux est devenu commissaire des guerres, et c'est lui qui organisait le camp pour le débarquement en Angleterre. Et voilà. Bon, en gros, alors il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais après, ça ne s'arrête pas. Je vais essayer de vous faire pénétrer un peu dans la fabrique de l'historien, jusqu'à vous raconter une histoire que vous pouvez lire. Pas uniquement dans le bouquin, vous pouvez lire les bouquins qui étaient faits sur la Révolution, même si on n'a pas eu beaucoup. Il y a eu beaucoup d'articles. Et même si vous ouvrez la bête oreille ou si vous ouvrez Vidal, on vous racontera l'histoire, moment par moment. Là, j'ai essayé plutôt d'essayer de comprendre un peu comment il y avait eu dans ce département vraiment des partisans de la Révolution. Alors ensuite, ça m'a... Alors, une chose qui a mal tourné, c'est pour ça que j'avais mis le gouvernement révolutionnaire, c'est le gouvernement révolutionnaire. Le gouvernement révolutionnaire, on a fait une constitution, la constitution de 93, on l'a mise dans une arche, comme l'Arche d'Alliance, et on l'y a laissé. Et on a dit que la situation était trop dure, et on avait sans doute raison. Et on a fait donc un gouvernement à partir de la Convention. La Convention, c'est juste une assemblée pour faire une constitution. Et un gouvernement donc avec les grands comités, comité de salut public, comité de surveillance générale, comité des finances, tout ça. Et la terreur en prime, qui n'a pas été ce qu'on raconte, mais qui n'a pas été non plus
une promenade de plaisir, la guerre de Vendée avec ses atrocités des deux côtés, la guerre étrangère. Bon, ça a été... Du coup, que faire? On a envoyé des représentants en mission, des députés qui essayaient de faire appliquer le mieux possible les décisions de la Convention et surtout d'enrôler des soldats pour la guerre. Ça a été leur rôle numéro 1 et ils ont bien réussi. Seulement pour ça, il n'y a plus d'élections. Et on a nommé, on a recommencé ce qui se faisait finalement sous l'Ancien Régime. On a nommé les responsables. C'est comme ça que le père Arago, par exemple, est devenu président du département. Il n'a pas été élu. Il était élu avant, il n'était plus élu. Après, ils allaient le chercher, un fait président du département. Et alors, dans une situation exceptionnelle, il faut des choses exceptionnelles, peut-être. Ah, mais ça, c'est quelque chose que moi, je ne trancherai pas. Après, c'est à chacun de réfléchir. Sans doute que, peut-être que, là, ça aurait mal tourné, mais peut-être pas. Toujours, c'est que ça a dégoûté les gens de l'élection. On a vécu... Les citoyens qui pouvaient voter, et ce n'est pas toujours les mêmes qui votaient. Quand on vous dit qu'il y a 10% qui ont voté à telle élection, puis à telle autre 10%, ce n'est pas nécessairement les mêmes, il n'y a pas de nécessité, on ne sait pas qui vote. Quelquefois, on a des signatures, on ne sait pas ce qu'ils ont voté. Donc, voilà. On n'a pas de sûreté. Mais ce qui est sûr, c'est que la guerre, d'abord, a terriblement touché le département. Il l'a rendu républicain, mais il a été moins révolutionnaire. Et puis, les gens se sont installés. Ceux qui étaient à des postes un peu importants, ils ont essayé de les garder. La sanction de l'élection n'ayant pas été là. Voilà. Et quand on a voulu redémarrer des élections, comme on n'a pas appliqué la Constitution de 93, dont tout le monde dit qu'elle est inapplicable, j'en suis moins sûr, c'était aménageable. On a fait une constitution, la constitution du directoire, qui a installé un système où les gens ne se sont pas reconnus dans le système électoral. Le système électoral leur est apparu encore pire que le précédent. Et les votes des assemblées primaires ont plongé en quelque sorte, et Bonaparte a pu se faire des plébiscites, des référendums où tout le monde votait et où tout le monde les lisait. Voilà, c'est pas une conclusion sur la Révolution, c'est une conclusion. J'en ai discuté avec d'autres, pas que j'en ai été haut, c'est qu'effectivement, il y avait un mouvement démocratique avec de très très gros guillemets. C'était censitaire, les femmes ne votaient pas, etc. Mais il y avait un mouvement qui avançait, il s'est bloqué. Et il s'est bloqué là, il a fallu attendre en gros 1848 pour qu'on le redémarre. On est tombé sur un autre Napoléon, donc qui s'est arrêté immédiatement. Et il a fallu attendre il y avait la Troisième République, qui n'a pas bien commencé, mais qui pour le reste du temps a été plutôt une bonne République. Ah, je vous ai mis deux choses. La fin des Girondins, une lettre de Birotteau du 29 mai 1793, les Girondins, c'est-à-dire les patriotes, très patriotes, mais modérés, et en particulier modérés sur les accords avec le peuple, ils ont été arrêtés. Et là, Birotteau écrit à Lucien, il lui écrit, écoutez, ça va mal tourner pour nous. Puisque le lendemain, le 30 mai, il y a eu une manifestation pour les sortir de la Convention. Elle ne marche pas très bien. Donc il y en a eu une deuxième le 2 juin qui les sort de la Convention. Birotteau est chez Cassagne. Alors après, c'est une histoire rocambolesque, puisque
Cassagne. D'abord, ils travaillent ensemble pendant quelques jours à faire venir des troupes pour faire la guerre, quand même. Et puis Birotteau s'en va dans une opposition ferme et un peu factieuse, et il finit guillotiné à Bordeaux. L'abbé Delcasso prend sa place et à la Convention, et il finit guillotiné par Tallien, un terroriste qui a poussé Robespierre à la sortie. Et il lui dit d'ailleurs, ce que j'ai remarqué chez les hommes de cette époque, chez les dirigeants, c'est des durs, hein, ils n'ont pas peur. Birotteau lui dit, tu vas me faire couper la tête, mais j'en aurais fait autant à ta place. Point. Voilà. Et là, quand Lucien... Alors Lucien, lui, s'est cassé, enfin, il est parti. Il est allé à Paris, il y avait un peu d'argent, il a monté une librairie. Il était surveillé, oui, il aurait je pense qu'il n'aurait pas vraiment échappé à la guillotine. Mais comme il était très malade, il est mort avant. Et il avait une librairie, donc il s'était établi libraire. Mais il a ici... Alors, c'est étonnant parce qu'il y a une dizaine de personnes qui correspondent avec lui tout le temps, alors qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt du comité... du comité de salut public de l'autre, du comité de surveillance. Par contre, il a facilement, il y avait de l'argent, alors il a 2 gardes. Il leur a dit je sors, je vous paye, on sort ensemble, et donc ces gardes lui ont absolument foutu la paix. Je trouve que son pilote parisien acceptait les pourvoirs. Et surtout, on lui écrit le Perpignan en disant c'est hyper républicain. Il dit on fait la guerre, on a abat l'espagnol, enfin le roi espagnol et ses satellites, etc. Le vocabulaire n'est pas un vocabulaire de mensonge. Mais ils disent par contre, il y a des types là, ils parlent en fait des pseudo-montagnards, enfin des gens qui sont. Il faut les liquider, enfin il faudra s'en débarrasser, etc. Et en fait, dans les Pyrénées-Orientales, montagnards et jacobins, ça n'a jamais été une ligne de fracture. Ils ont tout le temps travaillé ensemble. Il y en a qu'un malheureux, Escalaïs aîné, qui s'est fait attraper par je ne sais plus quel représentant en mission, qui l'a amené, qui l'a fait guillotiner dans la journée. Plus tard, il a été réhabilité par la Convention parce que c'était illégal. Les formes n'avaient pas été respectées. C'était Escalaïs, et il avait été protégé par tous ceux qu'on peut dire montagnards parce qu'ils savaient qu'ils étaient un petit groupe et que s'ils se divisaient, ils étaient foutus. Et ça aussi, quand on parle des montagnards et des Girondins, c'est vrai à Paris, c'est pas toujours vrai dans la pratique en province, il n'y a pas qu'ici. Voilà, c'était un peu pour vous faire voir qu'on peut faire des histoires un peu autrement qu'en racontant des événements. Et évidemment, je suis conscient que c'est insuffisant. Voilà. C'est pas le problème. Oui. J'étais mal à l'aise. Parce que, comment expliquer, c'est une société catalane contre l'État, en gros contre la Révolution, alors que quelques décennies plus tard, on sera un des départements les plus républicains de France, en particulier lors de la résistance au coup d'État du prince président. Et je pense qu'effectivement, il n'a pas vu parce que c'est difficile à percevoir ce genre de choses. Les textes les documents sont rares, enfin je veux dire, ils sont difficiles à interpréter. Il n'a pas, on l'a vu, forcément vu, ou voulu voir, mais là je ne vais pas aller jusque-là, il n'a pas vu l'implantation diffuse, difficile mais réelle, d'un mouvement patriote. Et
des travaux à partir des bases électorales permettent un peu de mieux voir qu'il y a quand même une préparation et qui va résurgir quelques décennies plus tard. Voilà. Alors, il s'était inscrit sur ce qu'il connaît, et on connaît plus que moi. Il a minoré les choses. Il le dit d'ailleurs quelquefois. Ouais, on pourrait peut-être dire autre chose. Donc, mais surtout, il s'est inscrit dans un courant qui était un courant très ethnologisant. Et il a décidé que les Catalans étaient une ethnie. C'est pas vraiment une ethnie, c'est des gens portés par une langue, c'est différent. Voilà. Et il les a un peu traités comme... parce que les bouquins dont il s'inspirait, c'était quand même des bouquins qui étaient sur les sociétés primitives, dites ex-primitives, les sociétés premières, on dirait au Québec. Et il appliquait ça aux Catalans en disant... Et ce qui n'était pas vrai. Je veux dire, c'était... ne serait-ce que leur côté... je veux dire eux-mêmes. Il y avait des fonctionnements, il y avait une justice, c'était pas un peuple premier. Alors c'est un peuple second, bien sûr, comme tous les peuples. Mais voilà. Avant, il y avait eu des Celtibères, il y avait eu plein de personnes. Oui, d'autres questions? Séduit, hein, je ne suis pas convaincu, mais séduit par l'angle que tu as voulu donner à la conférence. Parce que, à deux titres. Un, parce que j'ai été chercheur en sciences, et que, oui, il y a bien des années. Mais il y a de ça dans la démarche scientifique, aller chercher des trucs et avant de procéder à des grandes synthèses. Et or, il y a des chercheurs de très haut niveau qui en restent aux synthèses. Alors voilà, ça c'est le premier truc. Et la deuxième chose, en tant que marxiste, on est quelqu'un comme moi, qui a lu des livres d'histoire, hein, et lu pour essayer de comprendre un peu tout ce qui s'est passé. On est habitué avec les marxistes à lire des livres globalisants. Enfin, moi, j'ai été copain et donc très lecteur de Masaryk. Masaryk, pour moi, c'est une référence. Mais moi, j'étais copain avec moi. Oui, voilà. Mais tu m'as reproché d'avoir dédié un livre quand Denis Richet est mort à Richet. Et je lui ai dit, excuse-moi, c'est parce que je le connais, c'est pas parce que j'ai poussé bon, ça c'est bien. Mais voilà, donc ça reste théorique et certainement pas le bon qualificatif, mais globalisant et donc extrêmement, pour un marxiste, je dis bien, je ne sais pas pour les autres, extrêmement séduisant, on aime bien globaliser. Donc, et là, ça entre oui, l'angle est complètement différent et je suis séduit par ce travail, aller chercher des trucs qui remettent en cause des résultats globalisants sur lesquels on trouvait que c'était bien, que c'était rassurant intellectuellement. Et là vraiment, bon, on ne sait plus trop. Et voilà, alors donc c'est ça qui m'a plu, moi. Je crois qu'on retourne chercher des trucs et on voit comment ça marche. Et quelquefois, ça ne marche pas comme il était prévu. Voilà, c'est... Enfin, la démarche de se remettre, non pas d'essayer de penser ce que pensaient les gens, parce que ça, on n'y arrivera pas. Mais, enfin, on ne peut pas y arriver, mais de savoir que ce sont des gens avec des perspectives qui ne sont pas celles qui sont advenues, parce que c'était ouvert, c'est tout. Hein. C'est tout. On peut s'interroger sur certaines erreurs de l'armée française en 1940, en pensant tout simplement qu'ils étaient mauvais, ou simplement aussi, peut-être en pensant qu'ils avaient une vision du monde qui n'était pas la belle, enfin, vision d'un... Et essayer de... Alors, c'est compliqué,
Il y a une école qui fait ça aujourd'hui, enfin, moi je suis plus à l'école, mais des gens comme Jean-Clément Martin, par exemple, ou je vais citer un autre, enfin, ou comme Timothy Taquet, qui repartent. Alors, pour la Révolution, il y a eu un problème. Il y a eu des grands chercheurs qui ont tout lu, qui ont fait des grandes synthèses, une synthèse radicale socialiste, une synthèse socialiste, une synthèse communiste, et des synthèses de droite, alors n'en parlons pas. Ils avaient quelquefois mieux lu qu'on ne le croit. Mais ils ne sont pas... Et là, on n'essaie pas de déconstruire, on essaie de... Donc, alors, évidemment, on leur fait confiance. Mais au bout d'un moment, on se rend compte qu'il faut que nous, on revienne aux archives. Parce qu'autrement, on va répéter ce qu'ils disent. Et qu'ils n'ont pas vu toutes les archives, qu'ils n'ont pas vu avec notre œil, et que nos descendants les verront avec un autre œil que nous, et que la question du point de vue est une question importante. Mais c'est amusant. Qui m'étonnerait de lui? Soit il n'a pas voulu les lire. Il y en a en particulier une sur Capestany, parce qu'à un moment il écrit les Espagnols ont été bien accueillis, parce qu'ils parlaient castillan, ça m'étonnerait. Et qui parlait portugais en plus, ça n'a pas dû être le soir. Mais peu importe, ils ont été très bien accueillis parce qu'ils ont tué personne, ils ont été sympas. Et il écrit à sa mère, alors là, sur la table, il écrit: je suis passé, parce qu'il y avait une métairie à Capestany, Capestan en fait, notre poste était parti, le fameux curé Bennett, qui était un curé qui se disait révolutionnaire, mais qui était payé par les Espagnols, les a avertis tout de suite. Ils sont arrivés, ils ont tué plusieurs personnes, alors ils donnent les noms, dont un type, dont un personnage qui était en fait le dernier subdélégué, et alors un royaliste à tout craint. Ils l'ont égorgé. Alors, bon, ce qui prouve que simplement, c'était des militaires, comme dans toutes les guerres, qui ont dit faites pas de détails. Faites de détails. Les Espagnols et les Français n'étaient pas meilleurs. Hein. Mais on ne peut pas dire que les Espagnols étaient particulièrement gentils. Ils n'ont pas été. Voilà. Et par contre, il a des très belles lettres. Il écrit bien. Il adore sa mère. Alors ça, c'est un personnage assez spécial. Il est marié avec une fille de Saint-Laurent-de-Cerdan, avec une riche de Saint-Laurent-de-Cerdan, et apparenté de Noël, mais donc il dirige la contre-révolution à Saint-Laurent-de-Cerdan, et en même temps, cette femme l'agace, donc il ne divorce pas, on ne peut pas, mais il s'en sépare. Il vit avec sa gouvernante qui fait un enfant, sa mère donc s'occupe de l'enfant, la maman. Donc c'est un gars qui a une vie assez intéressante. Il se bat comme un chien. Le 17 septembre, il va se battre. Certains militaires lui disent que c'est pas votre place. Les procureurs général syndic, on n'en a pas parlé, mais c'est un gars qui est élu avec le conseil général, avec les procureurs généraux. Et le procureur général syndic, c'est un préfet qui représente en même temps la collectivité. Et il représente beaucoup plus la collectivité que le gouvernement. Donc, c'est pas un préfet, c'est un élu, mais théoriquement, le président du conseil général n'écrit pas au ministre. C'est le procureur général syndic qui écrit. Mais en même temps, alors c'est des gens très, très intéressants, les procureurs généraux. Et alors il va se battre et il est cardiaque, alors il ne peut plus. Et donc il finit par mourir du cœur. Hein. Il y a des gens qui ont. Et quand même il monte sur un cheval, il dit il y a la guerre, il dit historienne de la Révolution. J'attendais que des hommes cités. Ah non, il y a des femmes historiennes de la Révolution. Oui, et elle dégage les femmes de sa vie.
Mais là-dessus, donc c'est pour ça. Oui, il y en a de plus en plus. Elles essaient de travailler sur les femmes. Et moi, j'ai essayé de travailler sur les femmes. Il y a même des Les historiennes. femmes historiennes. Il y a des Oui, femmes oui, historiennes. non. Je sais qu'il y a des historiennes. Les femmes Je sais- historiennes peuvent travailler sur les Voilà. femmes. Oui, non. Justement, je ne sais plus qui a quelle femme proche de Beauvais, à Plainte de Robespierre, et elle s'est occupée du tome 11, qui était tous les inédits de Robespierre, avec une association locale que j'ai fréquentée quand j'étais dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc il y a des femmes qui vraiment qui dégagent. Non, mais il y en a plein de femmes. Historiennes de la Révolution tout à l'heure, que je connais en plus. Mais c'était quand même. C'était l'autre phase de Furet. Donc, Mais il y a. Oui, non, il y a. Elles ont peu travaillé. Alors, je ne sais plus son nom, mais c'est le procureur général syndic qui est quelque chose de très austère. Qui n'est pas. Elles ont tiré à 1000 exemplaires et même pas vendu. Et c'est dans toutes les femmes. Eh bien, c'est une femme qui a écrit le livre qui a permis de remettre le procureur général syndic au milieu de l'administration. Voilà, c'est un sujet qui n'a rien à voir avec les femmes, mais qui a été. Mais il y en a plein d'historiennes de la Révolution. De la Révolution. Voilà.